pour parler un peu budget. Budget, c'est important qu'on parle de budget. Quand on parle d'économie, il y a des Togolais qui partent. Restez pour écouter ce qui va se passer. Il y a plein de révélations que nous avons à faire pour vous sur le projet de loi de finances, mais aussi sur le trafic d'or à partir du Togo vers Dubaï. Et vous comprendrez pourquoi il y a de plus en plus d'autorités togolaises qui vont à Dubaï. Et puis de Dubaï, ils vont un peu partout en Russie, parce que l'or qui passe par la Dubaï finit en Russie. Et on va parler tout à l'heure aussi des phosphates, ce que les phosphates ont généré et où vont tous ces sous-là, ces milliards qui disparaissent comme de la neige qui fond au soleil. Bonjour notre cher invité, il n'est pas encore en ligne, il va rentrer en ligne tout à l'heure. Bonjour mon cher. Bonjour. Bonjour, comment Bonjour cher Ferdinand, comment allez-vous? Je vais très bien mon frère Ditri, vous-même? Très très bien, très très bien. Est-ce que vous entendez notre invité sur TikTok? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son vous parvient sur TikTok facilement? Parce que sinon, je peux augmenter le son rapidement. Ok, je vais décrocher mon chargeur. Ok, c'est bon, ils sont en train d'écouter. On va parler le des son est bon. Ouais, le son est bon. Le son est bon. Le son est bon. D'accord. Alors, soyez la bienvenue, M. Ditri. Merci. On va parler du budget de la proposition de loi de finances. Sur la forme et sur le fond. Sur la forme, je voudrais rapidement faire quelques observations sur la forme. Quelques observations sur la forme. Parce qu'au Togo, tout est dans l'opacité. Tout est dans l'opacité. Et selon les informations qu'on a pu glaner un peu partout, l'envoi des documents d'analyse du projet de loi de finances a été envoyé au dernier moment aux députés. C'est-à-dire, les députés n'ont pas suffisamment du temps pour analyser le document. C'est un document qu'on leur envoie à la dernière minute, comme si, on n'a pas de considération pour les députés. Et les travaux en commission ne sont pas publics, ni rapportés. Normalement, les travaux en commission pour la loi de finances, pour le projet de loi de finances, doivent être publics ou rapportés pour que l'opinion, le contribuable puisse comprendre les tenants et les aboutissants de cette loi de finances. Les commissions parlementaires ne peuvent pas interroger séparément les ministres. Ça aussi, c'est des difficultés qui sont à l'Assemblée nationale. Les commissions parlementaires ne peuvent pas interroger séparément les ministres ou les personnels des ministères qui ont préparé le budget. Normalement, le ministre doit se déplacer avec le personnel de son ministère et les députés ont toute la latitude de les interroger sur les aspects du budget. Mais au Togo, ce n'est pas possible. Tout ça, ce sont des freins à la transparence. Les questions au gouvernement en séance plénière ne sont pas répondues. S'il y a les députés qui veulent interpeller un ministre, on ne répond pas. On dit oui, il faut adresser un courrier au ministre et le ministre répondra plus tard. S'il vient répondre, tant mieux. Mais s'il ne vient pas répondre, vous n'avez aucune force de coercition sur le ministre. Et dans la plupart des cas, les ministres ne viennent pas répondre. Ils ne répondent pas. Ils s'en foutent des députés. Et hier, très peu de députés étaient en commission. Certains députés ne sont même pas allés en commission. Vous voyez ce qui se passe? Donc, les députés, les gens ne sont même pas partis en commission parce que les gens savent que s'ils y vont même, leur voix ne compte pas. Il n'y a pas de débat. Donc, hier, très peu de députés étaient en commission. Il y a aussi une interdiction qui est faite aux journalistes d'assister aux travaux des commissions et même des travaux en plénière. Dans quel pays au monde, vous voyez, on interdit aux journalistes d'assister aux travaux en commission des députés et même des travaux en plénière? Vous imaginez qu'en France, le Parlement français a une chaîne de télévision. La chaîne parlementaire, ils ont une chaîne de télévision qui diffuse en direct les débats à l'Assemblée nationale. Même quand un ministre est malmené à l'Assemblée nationale, tous les Français, ils le suivent. Aux États-Unis, c'est pareil. En Angleterre, c'est pareil. Et l'interpellation des ministres est une même exigence du régime parlementaire. Parce que l'une des exigences fondamentales du régime parlementaire, c'est l'interpellation du Premier ministre et des ministres. Parce que le Premier ministre dans un régime parlementaire doit être plus répondant à l'Assemblée nationale que dans son palais. À chaque fois, il doit aller à l'Assemblée nationale pour répondre. Mais au Togo, il faut
qui est le PC et donc Premier ministre, ne veut même pas aller présenter le budget à l'Assemblée nationale. Il ne veut pas aller. Il va envoyer Stanislas Bamouni Baba, plus le ministre des Finances, et en plus, peut-être Sandra Johnson. Il ne veut pas aller parce qu'il se considère comme un roi. Il est au-dessus de tout. Il est un roi. Donc, lui, il ne doit pas aller répondre de ses actes devant les députés. Les députés, pour lui, ce sont des marchepieds, des sous-fifres. Donc, les journalistes n'ont même pas le droit de couvrir les activités plénières. Un délai de 2 semaines seulement a été donné depuis la transmission du document aux députés pour donner leur avis sur un document qui fait plus de 500 pages. Dans quel pays nous sommes? Voilà les observations de forme que je voulais faire, mon très cher Ditri, avant qu'on ne rentre dans le fond du sujet. Bien sûr, bien sûr. Et je voudrais ajouter aussi par rapport à l'expérience que on connaît ici en France, c'est que normalement une loi de finances, pour ceux qui ne saisissent pas l'importance de cette loi, c'est une loi qui fixe un peu le cadre du budget, de l'argent, de comment l'argent public va être utilisé pendant une année. Ouais. Voilà. Et donc, quand cette loi arrive, normalement, on permet aux députés, c'est-à-dire aux représentants de la nation, de pouvoir analyser, aller au fond de cette loi, interroger toutes les lignes de dépenses qui sont prévues, mais également les lignes de recettes. Donc, d'habitude, ici, normalement, il y a au moins un mois qui sépare la communication des documents et le débat à l'Assemblée en plénière et le vote in fine de la loi de finances. Vous voyez? Merci. Et parfois même ça peut durer, comme on le voit actuellement en France, ça dure parce que il y a plein de sujets qui font débat, notamment la retraite, notamment le financement des prestations sociales, etc., etc. Donc normalement, on donne le temps aux députés de pouvoir aller au fond de cette loi-là. Et souvent, il y a même des navettes entre le ministère de l'économie et le Parlement. Et l'Assemblée nationale. Certains députés même peuvent se lever et dire, bon, nous, on ne comprend pas bien tel ou tel document ou tel paragraphe. On veut des documents complémentaires. Et donc, on a souvent des présidents de groupes parlementaires ici en France qui vont carrément au ministère demander des documents. Ouais. Alors, vous voyez? Oui, d'accord, merci. Il y a quelqu'un qui me demande c'est qui l'avocat de Grace Koumaï? C'est Maître Bokodjen. Maître Bokodjen, c'est l'avocat de Grace Koumaï. C'est elle et c'est lui qui est l'avocat, c'est lui qui a déposé la plainte au niveau du tribunal militaire auprès du juge d'instruction. Maître Bokodjen, c'est l'avocat de Grace Koumaï. Et voilà. Donc, voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Voilà. Alors, monsieur. Donc, tout ça pour pouvoir conclure sur ce point-là, c'est que normalement, le travail de préparation de la loi de finances est un travail très, très important qui n'est pas pris à la légère. Et là, le fait qu'on communique près d'une soixantaine, voire on va dire près de 80 documents aux députés la veille du débat est un peu limite. C'est-à-dire qu'on ne met pas les députés dans les conditions pour pouvoir analyser cette loi de finances, mais également le document de programmation, parce qu'il n'y a pas que la loi de finances le projet qui leur a été transmis. Il y a également le document de programmation sur plusieurs années de nos finances publiques, puisque désormais, la loi, le budget, oblige les députés à voter des lois de programmation. Donc, ces lois de programmation sur plusieurs années, ces documents sont communiqués aux députés la veille pour le lendemain. Donc, les débats commencent le lendemain, ils doivent commencer le lendemain et déjà à poser des questions au ministre. Alors que la plupart du temps, enfin, la plupart de ces députés, je peux le certifier ici, n'ont pas pu parcourir tous ces documents-là et surtout apprécier les chiffres, demander si les chiffres sont bons, si les données communiquées sont justes, si tout est clean, avant de pouvoir se lancer dans des questions au ministre. Donc, c'est vraiment déplorable ce qui se passe au Togo. Ça veut dire qu'on met vraiment en difficulté les ministres pour pouvoir prendre des décisions éclairées concernant donc notre loi de finances et surtout le document de programmation sur plusieurs années de nos lois de finances. Donc, c'est à signaler, c'est très important à indiquer. Alors, pour le projet de loi de finances, sur le plan global,
qu'est-ce qu'on apprend? Alors, si on veut rentrer dans le fond, pour parler vraiment des chiffres, là, je suis désolé pour les téléspectateurs, on va beaucoup parler de chiffres aujourd'hui. Ouais. Donc, quand on rentre dans le document, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le budget de notre pays, pour l'année 2026, est censé s'équilibrer en recettes et en dépenses à la somme de 2740 milliards de francs CFA. C'est ce qui a été communiqué par le gouvernement. Donc, on nous explique qu'on va collecter des impôts, des taxes, des droits de douane et autres recettes de l'État pour la somme de 1448 milliards. Si à la technique, on peut commencer à passer les documents. Voilà. Donc, on nous dit qu'on va collecter à peu près 1448 milliards d'impôts, droits, taxes, etc. Et avec cette somme, on va payer donc les salaires des fonctionnaires, les dépenses de fonctionnement de l'État, les transferts courants, les exonérations d'impôts pour près de 1041 milliards. Des sommes seront collectées et après exécution des dépenses, donc, il va rester 407 milliards. Le 407 milliards, c'est le premier solde intermédiaire du budget. Puis, on nous explique qu'on va emprunter, et c'est là, c'est un peu problématique, on va emprunter plus de 1097 milliards pour rembourser, et c'est ce qui est encadré en rouge là, 1097 milliards pour rembourser la dette intérieure et extérieure, ainsi que les intérêts. Alors, quand vous voyez ce qui est encadré en rouge, on a notamment les titres publics qui nous sont évalués à 473 milliards, plus de 473 milliards. Alors, les titres publics, qu'est-ce que c'est? On en a parlé beaucoup ici et même sur la page Facebook ACGFIP. Les titres publics, c'est le terme technique pour désigner les prêts, les emprunts que l'État fait en vendant des obligations et des bons du Trésor. Vous voyez? Donc, cette ligne-là que vous voyez, 473, l'État est en train de dire, l'année prochaine, je vais vendre des OAT et des BAT pour le montant de 473 milliards. Et ensuite, l'État nous dit, je vais faire des projets, des emprunts projets, c'est-à-dire qu'ils vont encore démarcher la Banque mondiale, le FMI, tous les organismes internationaux que nous connaissons pour présenter des projets et faire rentrer des fonds à hauteur de plus de 220 milliards pour financer des projets. C'est ce qu'ils appellent les emprunts projets. Donc, c'est également des dettes. Et ensuite, il y a les autres emprunts. Et dans les autres emprunts, c'est la catégorie des prêts privés, contractés dans les banques privées, ou comme la Banque islamique de développement qu'on a vu, notamment le Sukuk, ou les banques Exim Bank India ou Exim Bank China, etc., etc. Donc, on nous dit là qu'on va faire des emprunts, on va s'endetter dès l'année prochaine pour plus de 1097 milliards. Quand nous prenons les 1097 milliards là, nous les comparons aux recettes fiscales. Et là, ça va essayer de parler un peu aux Togolais. Vous les comparez aux recettes fiscales, c'est-à-dire les impôts qu'on va collecter sur nous. On approche quasiment 80%. 80%. Ouais. C'est énorme. Si la technique peut passer donc, à la figure suivante. Donc, sur cette figure-là, vous avez donc le solde de trésorerie et le financement du déficit. Il y a peut-être une figure précédente, la figure 2, pardon, la figure 2, s'il vous plaît. Voilà, sur cette figure 2-là, vous avez l'exposé, donc, dans un seul tableau, des recettes, mais également des dépenses que l'État compte faire. Donc là, d'un côté, en tout haut du tableau, vous avez les recettes budgétaires pour 1615 milliards et les dépenses budgétaires pour 1831 milliards. Ce qui fait ressortir donc un déficit de 216 milliards. OK? Vous avez un déficit de 216 milliards. Et ce déficit de 216 milliards, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va vous expliquer comment est-ce qu'on va financer ce déficit-là. Et c'est la figure suivante. C'est la figure suivante. Les Togolais, donc, sur ce... il faut suivre il faut rester pour suivre parce que c'est là que tout se décide. C'est par là qu'on vient vous fermer vos boutiques, les impôts,
qu'on fait ci, qu'on fait ça, et qu'il n'y a pas de route construite, s'il n'y a pas des hôpitaux, c'est là que ça se passe. Donc, il faut que vous ayez une idée de la manière dont le pays est géré, les ressources du pays, les dettes, comment est-ce que nous payons les dettes, pourquoi nous n'arrivons pas à nous en sortir. C'est important. Après, on peut aller suivre autre chose ailleurs, mais il faut avoir les éléments qui vous permettent d'argumenter quand vous voulez mettre vraiment en difficulté les régimes, le régime ou ceux qui soutiennent le régime. Il faut vraiment avoir les chiffres en tête. Merci. Exactement. Et surtout, je pense que cette analyse s'adresse également aussi aux députés, en tout cas aux députés patriotiques, qui veulent vraiment mettre l'État devant ses responsabilités et les appeler à plus de rationalité. Parce que là, sur ce schéma-là que vous voyez là, sur cet extrait du budget, du projet de loi de budget que vous voyez, ça explique un peu la situation désastreuse et l'indiscipline budgétaire dans laquelle nous sommes. Ouais. Regardez sur ce tableau les ressources de trésorerie. On parle de titres publics. J'ai expliqué tout à l'heure ce que c'est que les titres publics. Ce sont donc des dettes à court, moyen et long terme. 473 milliards. Les emprunts projets, c'est des dettes concessionnelles sur 30-40 ans. Je rappelle que Ford a fait des prêts que nous devons payer jusqu'en 2073. 2073, 2075. Voilà. Ford a pris des dettes que nous allons payer jusqu'à 2075. Allons-y. Et ce n'est pas suffisant pour eux. Ils projettent l'année prochaine d'en prendre encore 220 milliards pour 30 à 40 ans encore. Voilà. Puisque, de toute façon, c'est la recommandation que leur a fait le FMI. Après les audits qui ont été faits par le FMI les mois derniers, la recommandation qui leur a été faite, c'est que d'éviter de s'endetter davantage à court terme, à moyen terme sur les marchés financiers et de privilégier les dettes long terme. Ouais. C'est-à-dire hypothéquer l'avenir de la jeunesse togolaise. Exactement. Donc là, ils se sont mis à dire, bon, on va dans ce cas emprunter 220 milliards l'année prochaine. C'est très important de le dire. Donc, on a dans cette structure-là, en plus des autres emprunts, les dettes commerciales auprès des banques privées, etc. Maintenant, là où c'est encore plus grave, et c'est là où on arrive, et c'est ce qui est surligné en rouge, ce sont les remboursements de capital. C'est-à-dire que on a emprunté, maintenant il faut rembourser le capital plus les intérêts. Dans le tableau précédent, vous avez vu que la charge des intérêts, c'est aux alentours de 188 milliards. Ouais. Maintenant, regardez les amortissements, c'est-à-dire le remboursement de capital. Nous sommes pour la dette intérieure à 631 milliards. Et pour l'amortissement de la dette extérieure, nous sommes à près de 250 milliards. Ça veut dire que les charges de trésorerie, c'est-à-dire les charges de remboursement, sont à plus de 880 milliards. C'est énorme. Et on va vous expliquer pourquoi tout à l'heure en allant voir les montants qui sont affectés au ministère. Mais déjà, dès maintenant, je peux vous dire en exclusivité, ou peut-être pas en exclusivité, mais vous voyez là, il y a 880 milliards, plus les ressources de trésorerie là, que vous voyez. En tout, 1097 milliards qui vont être purement de la dette. Et sur ce purement de la dette là, il y a près de la moitié, plus de 3/4 qui vont juste rembourser de la dette. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui sort des finances publiques sans retour. 880 milliards. Et en même temps, vous savez quel est le budget du ministère de la Santé? C'est 150 milliards. Nous allons voir le budget de la ministère de la Santé. On va voir les budgets ministère par ministère. Voilà. Donc, il y a une grande différence entre l'argent qu'on dépense sans retour et l'argent aujourd'hui qu'on met au service des services, qu'on utilise pour les services publics. De toute façon, on n'a pas d'argent pour financer les projets demain. On n'a pas suffisamment d'argent. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, comme vous voyez sur ce tableau-là, comme vous le voyez sur ce tableau, même les emprunts projets, ce qu'on récolte pour les emprunts projets,
vont servir à rembourser des dettes. C'est hallucinant. Même la dette intérieure, ils peinent à la rembourser, même si ils affichent ça ici. Il y a beaucoup d'entreprises au Togo qui sont là depuis 2 ans, 3 ans. Ils ont des factures, ils ont des trucs auprès de l'État. Ils ont des arriérés. Ils ont des arriérés. Donc, il faut aller négocier avec des gens au trésor qui prennent aussi leur pourcentage. S'il y a un peu d'argent qui rentre, on vous donne une partie. Je connais tellement d'entrepreneurs, d'opérateurs économiques togolais à qui l'État doit énormément d'argent, qui ont aujourd'hui fermé leur boutique, ils ont mis la clé sur le paillasson. Et donc, ça, c'est quand même incroyable. Et donc, quand on parle, on dit que les opérateurs économiques n'arrivent pas à tenir leurs entreprises, c'est quelque part le chômage, c'est beaucoup de difficultés sur le plan social, et dans un environnement où même les grandes entreprises aujourd'hui sont en train de licencier. J'ai dit la dernière fois que Simtogo est en train de licencier pratiquement tous ses contractuels. Et donc, la misère va s'accentuer, les conditions vont encore être corsées dans le pays. Et je vous laisse continuer. Exactement. Donc, et je voulais juste dire que le ministère de la Culture et du Tourisme, par exemple, vous savez quel est le budget du ministère? Est-ce qu'on peut avoir la liste des voilà, c'est les documents suivants. La liste documents suivants. Alors là, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes là et ensuite on continue sur les budgets de chaque ministère? Là, vous avez un tableau que nous avons effectué à partir des données qui sont dans le document de programmation budgétaire de 2026 à 2028. D'accord? Ça, c'est les données qui sont dedans, qui sont dans ce document qu'on a un peu compressé, essayé d'ordonner un peu. Quand vous voyez sur ce document, sur cette courbe-là, sur ce graphique, il y a plusieurs courbes que vous voyez. Il y en a 4 notamment. Vous avez donc les dépenses. Ce sont des dépenses qui sont représentées là. Et une recette. Donc, en premier lieu, la courbe que vous voyez tout en haut là, qui continue et qui augmente de façon très abrupte à partir de 2025, c'est la courbe des recettes fiscales. C'est-à-dire, c'est la courbe des impôts qu'on va continuer à nous prélever. C'est-à-dire qu'on va augmenter substantiellement les impôts qu'on va nous prélever. Et c'est ça ce que vous voyez là-bas. Maintenant, normalement, quand on augmente les impôts, dans la tête du contribuable, la première chose qui vient, c'est « Ah oui, on augmente les impôts, c'est pour peut-être investir dans les services publics, construire des hôpitaux, construire des écoles, construire, je ne sais pas, des routes, des choses qui manquent, en tout cas, des besoins de première nécessité qui manquent dans le pays. » Eh bien, là, juste en dessous de cette courbe jaune des recettes fiscales que vous voyez, vous avez une deuxième courbe bleue qui monte aussi de façon drastique. Cette courbe-là, ce n'est pas la courbe des investissements, chers Togolais, chers compatriotes. Ce ne sont pas les investissements qui augmentent comme ça. Pendant que vos impôts augmentent, vos investissements n'augmentent pas. Vous savez quelle est cette courbe-là, bleue, qui augmente de façon aussi dramatique? C'est les dépenses de fonctionnement de l'État. Qu'est-ce que les dépenses de fonctionnement de l'État? Ce sont les salaires payés aux fonctionnaires, ce sont les acquisitions de biens et services, c'est-à-dire les objets, les objets de bureau, les chaises, les voitures, etc., qui sont payés pour faire fonctionner le service. C'est-à-dire qu'au lieu de diminuer le train de vie de l'État, on augmente les impôts pour pouvoir augmenter le train de vie de l'État. Et c'est ce que vous voyez là avec la courbe bleue. Mais de toute façon, c'est normal puisque ils ont créé plusieurs institutions qui sont budgétivores. Exactement. Ils ont un gouvernement qui est élastique. Ford n'a même pas fini de nommer les ministres. Il y a des ministères qui ne sont même pas encore pourvus qui ne sont même pas encore pourvus. Donc, c'est un gouvernement élastique. Donc, le train de vie de l'État s'est énormément agrandi. Donc, ça doit être visible dans le budget. C'est ce qu'on voit là. Et c'est ce qu'on voit là. On voit que les dépenses de fonctionnement augmentent beaucoup plus vite que les dépenses d'investissement. Et c'est les dépenses d'investissement qui arrivent en troisième position là, en la courbe orange que vous voyez. Ouais. C'est ça qui arrive en troisième position, alors que normalement, ça devrait être le contraire. Si on est dans un pays où on sent que la dette s'emballe, que les dépenses s'emballent, normalement, des responsables, des dirigeants responsables
doivent normalement rationaliser les dépenses de fonctionnement de l'État, c'est-à-dire baisser le train de vie de l'État et augmenter plutôt les investissements parce que les investissements ont ça comme atout que ça rapporte de l'argent. Quand vous investissez bien, correctement votre argent, vous avez normalement un retour sur investissement. Ce retour sur investissement vous permet de rembourser la dette que vous avez contractée au départ pour pouvoir faire cet investissement-là. Normalement, c'est ça la logique. Malheureusement, ça, on est en train de marcher complètement sur la tête avec ce gouvernement. Ce sont les dettes de fonctionnement qui ne ramènent rien du tout à l'État, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète une grosse 4x4 à un fonctionnaire, le fonctionnaire ne fait pas plus de chiffres, le fonctionnaire ne fait pas de bénéfices, parce qu'un fonctionnaire ne fait pas de bénéfices. La fonction publique, ce n'est pas une activité qui fait des bénéfices. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, nous sommes dans une anomalie totale avec ce gouvernement-là. Et ça, le tableau que vous voyez là, c'est ce qui nous attend jusqu'en 2008, les 3 prochaines années. C'est ce qu'ils ont décidé. Et c'est ça qu'ils ont communiqué aux députés pour qu'ils puissent réfléchir dessus en 24 heures et venir débattre. Ouais. C'est juste inacceptable, irresponsable et suicidaire. Puisque vous l'avez vu tout à l'heure, le poste le plus important dans le budget de l'État en 2026, c'est le poste de la charge du service de la dette, c'est-à-dire la somme de la charge des intérêts et des amortissements. Ouais. C'est ça le poste le plus important, c'est 1097 milliards qu'on doit consacrer rien qu'à la dette, au remboursement et au paiement des intérêts de la dette qu'on a engrangée sur la tête des Togolais. C'est inacceptable. Donc, on peut continuer. On va passer à la figure suivante, ministère par ministère. On va aller rapidement pour voir qu'est-ce que ça nous réserve dans les ministères. Donc là, rapidement, bon, ça, c'est des documents que je mettrai ensuite sur le site, la page ACGFIP. Ouais. Donc, vous pouvez tous retrouver. Donc, c'est une forme condensée du budget qui est présentée là pour une meilleure compréhension parce que la forme normalisée qui est présentée dans le projet de loi n'est pas forcément digestible, n'est pas forcément assimilable facilement au Togolais lambda. Mais nous allons mettre ce document-là sur la page ACGFIP pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. Donc, rapidement, pour commenter ce document, vous avez donc là les recettes fiscales et les recettes. Vous avez les recettes fiscales qui sont de 1339 milliards, les recettes non fiscales seulement de 109 milliards. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel on va revenir plus tard. Les dépenses de personnel, 13 milliards, les biens et services 176, les transferts courants. Les transferts courants, c'est un peu l'argent qu'on fait virer aux mairies ou à certains établissements publics pour leur fonctionnement. Et les dépenses en attente de recettes. Donc, vous avez des sommes astronomiques. Des sommes astronomiques. 1448 milliards de recettes. C'est ce qu'ils vont collecter sur nous. Maintenant, dans les dépenses, nous sommes à près de 2740, près de 2000 milliards de dépenses. Et pour combler le déficit, ils sont obligés d'aller emprunter de l'argent pour rembourser des dettes qu'ils avaient prises avant. Et ça s'appelle du refinancement. Ouais. Le refinancement, on le voit, on le constate aisément sur ce schéma-là. Et j'invite tous nos téléspectateurs de pouvoir reprendre ce document qui sera disponible sur la page Facebook et de pouvoir le lire tranquillement avec à tête reposée avec le projet de loi pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Maintenant, nous allons aller dans le fond des choses pour décortiquer un peu les dépenses qui sont affectées, allouées à chaque ministère, aux institutions de la République. Alors, l'Assemblée nationale. Voilà. Là, l'Assemblée nationale, c'est 6 milliards. 6 milliards, 6 milliards, ouais, 6 milliards pour l'Assemblée nationale. Voilà. Ça reste encore raisonnable puisque depuis la dernière législature, l'Assemblée nationale tournait toujours autour de 5-6 milliards. D'accord. Maintenant,
Maintenant, on a le Sénat. Là, le Sénat qui vient d'être créé, le Sénat va aspirer près de 2,5 milliards de francs CFA pour ce fonctionnement. Parce que maintenant, on a une chambre, on a un parlement à 2 chambres. Donc, voilà, on a l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, voilà. Il y a des ressources complémentaires pour le Sénat, 2 milliards 569 millions. Voilà. Donc, ça va être prélevé sur les dettes, sur les prêts qu'on va faire. Ouais. Puisque je pense que les impôts qu'ils vont prélever sur nous ne vont pas suffire, donc ils sont obligés d'aller faire des prêts. C'est pour ça que le budget est déficitaire. Et donc, ils sont obligés d'aller faire des prêts pour combler ce déficit-là. Donc, on a, après, quelque chose qui est quand même assez cocasse. Nous avons le président de la 5e République, là, qui a un budget de 1 milliard. Écoutez très bien ici. On a le président de la République, donc M. Jean-Lucien Sanvi de Tové, qui a un budget de 1 milliard 660 millions. Exactement. Et on a le président du Conseil, donc Faure Gnassingbé, qui a un budget de 24 milliards 256 millions. Vous imaginez? C'est-à-dire, on a le président de la République qui a un budget de 1 milliard 660 millions et on a le président du Conseil qui a un budget de 24 milliards 256 millions 308 francs CFA. En fait, c'est pour nous dire que le président de la République, voilà, c'est une institution, une entité négligeable. Négligeable. Faure ne s'est même tellement minimisé qu'elle est négligeable. Faure ne s'est même pas foutu de lui accorder 2 milliards. C'est 1 milliard 660 millions, même pas 2 milliards. En titre de pourcentage, c'est quoi la différence entre les deux, entre le président et le président du Conseil? Non, mais là, on est à plus de 20 fois, là. On est à plus de 20 fois. Si on divise, je n'ai pas fait le calcul, mais on a... Faure qui a le président du Conseil a plus de 24 milliards comme budget. On ne sait pas ce qu'il fait avec cet argent. Ce n'est pas de l'investissement. On ne sait pas ce qu'il fait vraiment. On a presque 18. Il a les fonds souverains. D'ailleurs, il contrôle tout le pays. Donc, il a les fonds comme il veut. Et voilà. On continue. Il y a le secrétariat général du gouvernement. Le secrétariat général du gouvernement qui a été créé, je pense, récemment avec M. Stanislas Baba. Donc, il y a 733 millions de budget. Ouais. Mais on ne va pas tous les faire, mais j'ai voulu juste mettre en exergue certaines. Donc, la Haute Autorité de Régulation de la Communication, c'est la HAC. C'était la HAC qui a seulement un budget de 500 millions, pardon. 500 millions. La haute autorité pour la transparence. C'est la APLUSIA. Bon, eux, on ne sait pas ce qu'ils font dans le pays depuis des années. Voilà. Ils font juste des séminaires, ils se partagent l'argent, ils vont faire des séminaires, ils prennent café, ils prennent à la pause café au lait et puis croissant. Donc, eux, c'est les séminaires qu'ils font. Depuis qu'ils sont créés, ça fait 6 ans, 7 ans, on n'a jamais appris qu'ils ont arrêté un voleur ou bien qu'ils ont mené une action qui a mené un voleur. Mais ils font des séminaires tout le temps. Des séminaires pour les journalistes, des séminaires pour telle personne, des séminaires ici qui sont toujours pointés par les cafés au lait, les chocolats, tout ça à la pause. Donc, après, les gens prennent leur perdien. C'est à ça que ça sert à Plusia. Bon, eux, ils ont un budget d'1 milliard. Exactement. Voilà. Et la Commission nationale des droits de l'homme a un budget de 620 millions. Et on sait vraiment pas à quoi il sert. Le Conseil supérieur de la magistrature, qui est quand même une institution assez importante, qui ne s'est plus réunie depuis au moins 5 ans. Et ça, c'est une institution très importante. Ils ont un budget de 68 millions. 68 millions seulement. Ouais. On avance. C'est incroyable. Donc, ça montre un peu les priorités de ce gouvernement-là, de ce qu'il compte. Donc, on peut passer donc, au document suivant. Ouais. Et là, si vous pouvez zoomer un peu, tu parlais tout à l'heure de l'armée, de tout ce qu'ils font comme dépenses dans l'armée. Ouais. Là, je peux vous dire aujourd'hui que le budget consacré à la défense nationale représente quasiment, c'est le 3e plus gros budget de notre budget national. Pour l'armée, on a un budget de 120 milliards. 19. Disons 120 milliards, 119, donc 120 milliards. Pour l'armée. Et ce budget, c'est Faure qui le gère parce que c'est lui qui est en plus le ministre des Armées, c'est lui qui gère. Le ministère est rattaché au président du Conseil, donc c'est lui qui gère aussi ce ministère. Et quand on voit
depuis des années, les milliards qui sont consacrés à l'armée togolaise, et on voit les conditions dans lesquelles les militaires togolais vivent, les casernes qui sont comme les poubelles, les brigades de gendarmerie qui sont comme des dépotoirs, on se pose la question de savoir véritablement où passe tout cet argent qu'on investit dans l'armée, pourquoi on n'a pas des casernes modernes, pourquoi on n'a pas du matériel moderne, pourquoi les militaires sont si mal habillés, pourquoi ils sont si mal payés, pourquoi. Et comme je vous l'ai dit, il y a un document qui a été déposé par Mme Niakade. On cherche ce document. Dès qu'on va l'avoir, on va venir vous parler ici de l'armée togolaise, de l'état des casernes, de l'état de délabrement des brigades de gendarmerie et comment les militaires sont obligés de se débrouiller dans les casernes. Donc, c'est le troisième budget de la loi des finances et ça, c'est depuis longtemps. Plus que d'ailleurs, je pense, d'autres ministères importants, mais cet argent, on ne sait véritablement pas où passe cet argent. Ben, pendant très longtemps, c'était plus que le budget du ministère de la Santé. Ah oui. Voilà, mais désormais, je pense qu'ils ont compris un peu suite aux dénonciations qui sont faites qu'il faut accorder plus de fonds à la santé. Donc, le ministère de la Santé, l'hygiène, etc., commence à avoir un peu plus de fonds, mais maintenant, c'est l'utilisation de ces fonds qu'il faudra voir. Donc, si on baisse encore un peu, on verra que… Le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé, les gens le demandent. Voilà. Et le ministère de l'Éducation, par contre, c'est le premier poste du budget, le plus gros poste du budget, le ministère de l'Éducation. On est à 212 milliards. OK. 212 le ministère de l'Éducation, on est à 212 milliards. Le ministère de la Santé? Le ministère de la Santé, on est à 118 milliards. 118 milliards. Donc, le ministère de la Santé et le ministère de la Défense sont plus ou moins au même… Quasiment, voilà. Ministère de la Santé, ministère, voilà. Quasiment la même chose. On avance. Le ministère de la Culture. Et le ministère de la Culture, et c'est là le pire. C'est là le pire. Le ministère de la Culture, c'est 2 milliards. On va voir le ministère de la Culture et le ministère des Sports. Le ministère de la Communication, c'est quoi? C'est 1 milliard. Le ministère de la Communication, alors, on est à 4 milliards. Le ministère de la Communication, 4 milliards. Le ministère de l'Agriculture. Le ministère des Sports, on est combien? Alors, est-ce que le ministère du Sport, est-ce qu'il n'est pas rattaché au ministère de… Oui, mais ils ont mis ici ministère délégué du sport chargé de la jeunesse et des sports. C'est ça, juste après le ministère de la Solidarité. C'est combien? Je peux regarder. Non, il faut monter. Le ministère des Sports. Voilà, 9 milliards. 9 milliards. Et le ministère de la Culture? 2 milliards. Alors, le ministère… 2,8 milliards. 2 milliards. Alors, les pays comme le Bénin sont à plus de 40 milliards, je ne sais pas, ou 30 milliards pour le ministère de la Culture. Le Sénégal, c'est énorme. La Côte d'Ivoire, je pense qu'il doit être autour d'une centaine de milliards. 2 milliards. La Côte d'Ivoire tourne autour de 100 milliards pour le ministère de la Culture. Oui, la Côte d'Ivoire, ils ont… Milliards. Voilà. Et le Togo, c'est 2 milliards pour la culture. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent pour construire un palais de culture, il n'y a pas d'argent pour construire les centres culturels, il n'y a pas d'argent pour soutenir les artistes, il n'y a pas d'argent pour construire les centres artisanaux, il y a pratiquement d'argent pour rien. Donc, c'est de l'argent juste pour le fonctionnement du ministère. Et les séminaires qu'on fait souvent, comme je le dis, accompagnés de pauses café, chocolat chaud et puis croissant que les gens aiment. Voilà. Exactement. Et quand on met cela en abîme avec notamment le ministère de la Défense, on a l'impression qu'on est un pays en guerre. Moi, je voudrais dire qu'on n'est pas un pays en guerre pour consacrer autant d'argent à la défense nationale pendant que la culture est là, que nos artistes souffrent, qu'on n'a pas de salle de concert. Là, récemment, je pense que j'ai entendu dire que les salles Canal et tous ces Canal Plus sont en train d'être fermées une à une. Ouais. Qu'on n'a plus de cinéma, on n'a plus de salles de spectacle, etc. dans le pays. On a 119 milliards qu'on consacre à l'armée, pendant qu'on n'a que 2 milliards à consacrer à la culture. Ouais. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on nous explique, est-ce qu'on est un pays en guerre? Parce que les 119 milliards, ce n'est pas qu'une seule année. Ça fait au moins 10 ans, 15 ans que c'est comme ça. Le ministère, le budget du ministère de la Défense et des Armées n'a jamais été en dessous de 100 milliards. Ça a toujours été comme ça. Par contre, le ministère de la Culture n'a jamais dépassé 10 milliards. Ouais. Jamais. Donc, c'est quand même problématique. Donc, il faudrait que
j'invite, moi, les députés, lors des prochains débats qui vont se faire, puisque la session à l'Assemblée nationale pour le débat sur cette loi de finances va durer jusqu'au 28, c'est-à-dire la semaine prochaine. Ils ont fini. Donc, après, ça va passer au niveau du Sénat. Je les invite à interroger les ministres, notamment de la culture, et le ministre, je ne sais pas, des finances ou ceux qui décident de l'affectation de ces sommes-là. Pourquoi la culture bénéficie d'aussi peu de fonds? Ce n'est pas normal. Est-ce que la culture aujourd'hui ne représente pas une priorité pour ce gouvernement? Est-ce que les artistes aujourd'hui, on considère qu'ils ne sont rien dans ce pays? Pas seulement les artistes, la culture, c'est un domaine transversal. Il y a tout, il y a la littérature, il y a tout. Oui, moi je parle d'artistes, mais il y a aussi, oui, il y a les artisans, les écrivains, il y a tout. Mais il y a aussi et on précise que ce montant, c'est le ministère de la Culture et du Tourisme. Il y a aussi le tourisme dans ce portefeuille-là. Donc, c'est infiniment petit. Donc, il faudrait vraiment qu'on nous explique pourquoi il y a aussi peu d'argent consacré à la culture. Qui est le ministre du tourisme là? C'est qui? C'est Isaac Tiakwe, c'est ça? Je pense que c'est lui. En tout cas, je me rappelle plus très bien. Depuis qu'ils ont fait le remaniement, je n'ai plus. C'est pour un budget de 2 milliards que les gens vont dans un gouvernement au Togo. C'est incroyable. C'est pour faire quoi? Incroyable. Mais bon, voilà, on va avancer. C'est vraiment particulier. Donc, pour finir sur ce point, pour vous dire que, bon, en gros, dans ce budget-là, on va avoir une pression fiscale qui va être augmentée considérablement dès 2026. Donc, les mêmes contributeurs vont être harcelés pour chasser, c'est-à-dire, c'est toujours les pauvres Togolais qui vont devoir payer pour le fonctionnement irrationnel de l'État, pendant que les biens de l'État et les services rendus par l'État, c'est-à-dire le port de Lomé, l'aéroport, les phosphates, les manganèses, toutes ces ressources-là qui sont exploitées sous le pays et qui normalement devraient rapporter de l'argent à l'État, pendant que tout cela-là ne vont rapporter rien du tout, quasiment à peine 100 milliards. À peine 100 milliards, ça va rapporter. Donc, au lieu de faire tout pour optimiser les ressources non fiscales, le gouvernement ne trouve rien de mieux à faire que d'aller contracter de nouveaux emprunts pour rembourser d'autres dettes. Ce que nous appelons le refinancement, les techniques de refinancement. Moi, je qualifie ça de cavalerie financière. Parce que le terme cavalerie est utilisé un peu dans l'Assemblée nationale. Parfois, on appelle cavalerie le fait de cacher des lois, cacher certaines dispositions dans des amendements pour faire passer cela en douce. Donc, c'est une méthode un peu cavalière de faire les choses. Au lieu d'affronter les problèmes, on passe par des moyens détournés pour pouvoir éviter, pour reporter ces problèmes-là. Donc, moi, je qualifie ça de cavalerie financière. Et c'est très grave parce que plus on va, plus on se rend compte que le poids de la dette, le poids de la charge de la dette représente beaucoup dans le budget. Aujourd'hui, on se rend compte que dès 2026, on va avoir 80%. Le poids de la dette va représenter 80% des ressources fiscales. Ça veut dire que d'ici 2 ans, quasiment 100% de nos impôts iront au remboursement direct de la dette. Donc, l'argent, il n'y aura plus d'argent pour payer les services publics, pour construire des routes. Nos impôts aujourd'hui, ça veut dire que nous serons devenus des esclaves, littéralement des esclaves de nos créanciers. Les impôts que nous payons, nous ne pouvons même plus exiger que ces impôts-là puissent construire des routes, construire des écoles. Donc, c'est très dommage, c'est très triste. Et je pense que les Togolais doivent vraiment se lever pour demander des comptes. Les Togolais doivent se lever pour demander des comptes et vraiment faire en sorte que dès le 8 décembre prochain, on sente réellement un vrai changement dans ce pays. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que notre pays continue de marcher comme ça. Alors, monsieur Gissé, je vous ai envoyé un message inbox. Oui. Mais vous pouvez le lire en attendant. D'accord.
mais je voulais vous laisser une question d'un auditeur pour finir ça, et je vous transfère la question de l'auditeur aussi en même temps, et vous pouvez répondre à loisir. L'auditeur veut savoir, les limites pour faire un emprunt sont principalement liées à ce taux. Comment le gouvernement arrive toujours à emprunter de l'argent? Doit-on comprendre que le pays n'a pas encore la limite du taux d'endettement? Alors, ça, c'est très intéressant. Ouais. Actuellement, le taux d'endettement du pays est de 72,1% du PIB. Ouais. Alors que normalement, la limite acceptable était de 70%. Ouais. Et est de 70% dans l'espace UEMOA. Ouais. C'est l'un des critères de convergence imposés à tous les pays qui sont membres de l'UEMOA. Ouais. Mais il faut savoir que pendant très longtemps, le gouvernement de Faure Gnassingbé a trafiqué la computation de la dette. Ouais. Donc, quand il comptabilisait la dette publique, il n'y mettait pas la dette des entreprises publiques, il n'y mettait pas les dettes que l'État garantissait, ouais. Il n'y mettait pas non plus les dettes transférées par l'État, c'est-à-dire que les dettes contractées par l'État et transférées peut-être à des établissements publics ou autres. Donc, pendant très longtemps, ils ont maintenu le taux de la dette de l'administration centrale en dessous, artificiellement, en dessous des 70%. Ouais. Et ce n'est que à la revue du FMI, quand ils ont demandé, donc en mars 2024, là, ouais. qu'ils avaient besoin d'un prêt au FMI, c'est la facilité élargie de crédit. Donc, ouais. Quand le FMI leur a accordé ce prêt-là, et que le FMI s'est mis à faire des audits de nos finances publiques, et c'est là où ils ont découvert que, mais en fait, il y avait des anomalies dans le budget et dans la computation, le comptage de la dette publique. Ils se sont rendus compte, et c'est là où on en a parlé une fois ici, ouais. Avec toi, Ferdinand, c'est comme ça s'est passé un peu au Sénégal. Voilà, comme ça s'est passé. Mais sauf que là, c'était tellement gros qu'on leur a dit direct, quoi. On s'est rendu compte qu'ils ont financé l'achat d'un hôtel. Ouais. On s'est rendu compte qu'ils ont acheté plus de 150 milliards d'engrais. Ouais. Et toutes ces dépenses-là étaient reportées en dessous. Ouais. En tout cas, dans le tableau qui répertorie toutes les dépenses du budget, ils cachent ça en dessous dans une partie, en annexe. Ouais. D'accord? Ils cachaient ces montants en annexe. Donc aujourd'hui, en 2025, là, en mars 2025, ou bien plutôt en décembre 2024, quand le FMI a commencé à auditer les comptes et qu'il s'est rendu compte de la supercherie, là, on a corrigé les choses. Ouais. Donc, on a réintégré certaines dettes dans la dette publique, notamment la dette des entreprises publiques, là où on s'est rendu compte que la TDE était fortement endettée, que la CET était fortement endettée. D'accord? C'est là où vous avez eu les buzz l'année passée concernant l'endettement de la CET, de la TDE, etc., etc. Donc, on a réintégré tous ces montants à la dette publique et aujourd'hui, la dette publique est reflète à peu près la réalité. Nous sommes à plus de 4 631 milliards de francs CFA au 30 juin 2025. 4 631 milliards. D'accord? Et le fait d'avoir caché, pour répondre à la question du monsieur, c'est le fait d'avoir caché ces dettes-là pour maintenir artificiellement le taux d'endettement en dessous de 70%. C'est cela qui a en partie maintenu le fait que les entreprises, les banques continuaient à emprunter, à prêter de l'argent au gouvernement togolais. Mais il y a un autre facteur aussi. Dont j'ai parlé tout à l'heure. Le fait est que quand le gouvernement se voit en difficulté d'emprunter à long terme, c'est-à-dire faire des prêts sur de longue durée et pouvoir rembourser petit à petit, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des prêts de courte durée, c'est-à-dire qu'ils empruntent sur 2 mois, 3 mois, voire 1 an, moyen terme, d'accord, pour rembourser petit à petit des dettes qu'ils ont déjà contractées. Donc, c'est ce qu'ils appellent les techniques de refinancement. Donc, ils ont tellement abusé de cette technique de refinancement, notamment quand ils vont sur le marché de l'UEMOA à titre, où ils vont vendre les obligations assimilables au trésor, les bons assimilables au trésor. Ils ont tellement abusé de cette technique de refinancement qu'aujourd'hui,
le Togo ne peut plus emprunter sur ce marché-là à moins de 7%, alors que les autres pays empruntent à 5, 6%. Aujourd'hui, le Togo, le gouvernement togolais, quand il va sur le marché de l'UMO à titre pour emprunter de l'argent, il ne peut pas emprunter à moins de 7,80%, près de 8%. C'est-à-dire qu'on emprunte à des taux supérieurs aux taux de pays qui sont en guerre, comme le Burkina Faso. Le Burkina Faso, quand il va sur les marchés financiers pour emprunter de l'argent, il emprunte à 5%, à 6% tout au plus. Mais le Togo, quand le Togo aujourd'hui va pour emprunter, c'est à 7,89%. Donc là, on commence à avoir des difficultés à emprunter de l'argent. Le gouvernement togolais commence à avoir des difficultés à emprunter de l'argent, à court terme, à moyen terme. Merci. Voilà. Donc, pour répondre à cette question-là, c'est que pendant très longtemps, ils ont trafiqué les comptes. Aujourd'hui, que tout est clair, ils ont trafiqué les comptes. Ils ont fait du refinancement. Mais maintenant, tout est clair. Ils sont sous un programme du FMI. On est sous un programme d'ajustement budgétaire, on va l'appeler comme ça, où il faut qu'on se rediscipline sur notre budget pour retrouver la confiance des investisseurs. Et c'est ce que fait le FMI actuellement au Togo avec le gouvernement togolais. Donc, pendant ce temps-là, on va encore bénéficier encore de quelques prêts parce qu'on a l'assistance du FMI. Parce que le fait que le FMI nous suive, le fait que le FMI est en train de nous chapeauter pour gérer notre dette, ça met en confiance encore certains investisseurs. Donc, certains investisseurs peuvent encore continuer à nous prêter de l'argent. Mais là où ça va devenir grave, c'est que le jour où, malgré l'aide du FMI, on ne pourra même plus se passer de prêts pour rembourser d'autres prêts, là, on sera en défaut de paiement. Et là, vraiment, véritablement, le Togo va connaître un problème catastrophique. Voilà, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on est à près de 80% de charges de la dette. Nos charges de la dette est à près de 80% de nos recettes fiscales. Le jour où ça va atteindre 100%, il faut savoir que quelque chose va se passer dans ce pays-là. Voilà. Et ça, il n'y aura même plus besoin de faire appel à qui que ce soit. Les gens vont sortir tout seuls et vous allez voir que les choses vont changer rapidement. Merci infiniment. Avant de clôturer et de vous donner le dernier mot, parce qu'on va reporter les deux autres sujets pour plus tard, pour des raisons pour d'autres raisons. Oui, effectivement. Tout à l'heure, vous disiez que le FMI, le programme du FMI donne aussi la confiance à d'autres investisseurs. Il y a quelqu'un qui me pose la question, pourquoi le FMI continue de financer le pays alors sachant que le pays n'est pas une démocratie. La démocratie, ce n'est pas une condition pour le FMI, pour avoir un programme avec le FMI. Vous savez, c'est comme on entend souvent dire que le FMI n'a jamais développé un pays, la Banque mondiale n'a jamais développé un pays. La mission du FMI, ce n'est pas de développer un pays. La mission de la Banque mondiale non plus. Vous allez sur les pages du FMI et de la Banque mondiale, vous avez les objectifs qui sont déclinés de ces institutions de Bretton Woods. Vous pouvez les lire facilement. C'est d'accompagner des pays en difficulté, c'est de les aider avec des programmes, c'est de les mettre aussi en confiance pour que d'autres investisseurs aussi leur prêtent de l'argent. Et le FMI n'intervient pas seulement qu'en Afrique. C'est vrai qu'il y a des programmes de FMI qui sont douloureux, comme on a connu les programmes d'ajustement structurel. C'est quand nous faisons les bêtises avec nos économies que le FMI vient. Et donc, le FMI est allé au secours de plusieurs pays, l'Argentine, le Mexique, en Amérique latine, la Russie au temps de Helsinki, ça aussi il faut le savoir, la Russie au temps de Helsinki, de Boris Helsinki, le FMI est parti au secours de la Russie, le Portugal récemment, la Grèce, qui sont des pays européens qui sont en difficulté, ils ont eu aussi à solliciter des programmes du FMI, mais c'est quand vous n'arrivez pas à maîtriser vous-même vos propres je ne sais pas comment dire ça, vos propres agrégats économiques, vous faites des bêtises, il y a les détournements, il y a une mauvaise gestion des deniers publics que le FMI est obligé, vous êtes obligé d'aller solliciter le FMI pour avoir des facilités de crédit. Sinon, si vous gérez bien votre pays, le FMI ne viendra pas. Le président ghanéen, je pense, Nana Akufo-Addo, avait dit
que le Ghana allait se passer du FMI, mais lui-même, il a tellement mal géré le pays qu'il est retourné dans le bras du FMI. Donc, c'est ça. Donc, la mission du FMI, ce n'est pas de développer un pays, mais le développement, c'est vous-même. C'est vous qui avez la vision de votre pays. C'est vous qui savez où est-ce que vous allez, mais c'est quand vous ratez le coche ou bien vous avez des difficultés que le FMI intervient. J'espère que j'ai répondu à cette question-ci. Tout à fait, tout à fait. Et l'intervention du FMI n'est pas censée être sur du long terme. Normalement, le FMI intervient vraiment pour résoudre un problème, court, dans un temps court, et repartir. Une conjoncture. Voilà. Faites une conjoncture. Une conjoncture, voilà. Et voilà, c'est une intervention normalement conjoncturelle pour redresser les finances, pour ramener les finances publiques. La confiance, pour amener la confiance pour que d'autres investisseurs aussi arrivent dans le pays. Puissent venir et remettre de l'ordre, en fait, dans la gestion des finances publiques. Et vous allez voir que cette expression, gestion des finances publiques, revient beaucoup. Notamment, on l'a vu dans le post de Faure Gnassingbé la semaine dernière. C'est ça qui fait, c'est-à-dire qu'ils sont en train de remettre sur pattes la gestion des finances publiques. Et c'est ça qui pose problème. Et le FMI est là pour ça. Et c'est pour ça que le FMI vient intervenir dans notre budget, vient nous imposer des choses dans notre budget. Et normalement, c'est censé... C'est comme vous êtes en difficulté, quelqu'un vient vous prêter de l'argent, mais il pose ses conditions. À des conditions, voilà, c'est ça. Voilà. Il pose ses conditions. Et donc, normalement, c'est pas censé s'étaler dans le temps. Normalement, c'est censé arriver, voilà, pendant 2-3 ans, et puis c'est tout. Mais là, dans le cas du Togo, on se rend compte que, il y a 3 ans, pendant le Covid, le gouvernement a sollicité le FMI pour la même chose, c'est-à-dire une facilité élargie de crédit. Et là, 3 ans plus tard, 3-4 ans plus tard, mais c'est-à-dire en 2024, on refait la même chose. Donc, quelque part, d'autres pays vont de façon ponctuelle solliciter le soutien du FMI. Nous, on est parti étaler notre natte dans le bureau du FMI, on dort là-bas. Voilà, on dort là-bas. Ouais, d'accord. On dort là-bas. Et quand on lit la lettre d'intention du ministre de l'économie qui a été adressée au FMI pour justifier, pour motiver un peu la demande de ce prêt, des facilités d'élargir au crédit, mais c'est une soumission volontaire, c'est une soumission, c'est une déclaration de soumission volontaire, c'est-à-dire qu'on se met complètement à plat. Pour ne pas être grossier, on se met complètement à plat devant le FMI. Et le FMI aujourd'hui décide de tout dans ce pays-là. Et ce n'est pas normal. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez une conclusion générale? On a fini, on est arrivé à la fin. Écoutez, déjà sur la forme de ce qui se passe avec le vote de la loi de finances et du document de programmation, déjà sur la forme, il serait bien que normalement les députés sortent. Malheureusement, on n'a qu'une seule députée vraiment de l'opposition qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui peut faire ce travail, c'est de sortir, poser vraiment, donner de la voix sur les conditions inacceptables dans lesquelles on les met pour pouvoir examiner ce projet de loi de finances. Il y a 2 députés à l'Assemblée nationale. En tout cas, les députés d'UNIR, eux, ne vont jamais poser de questions. Eux ne poseront jamais poser de questions. Il y a le député d'Adi aussi, M. Gougué. Il y a M. Gougué qui est d'ailleurs économiste, et puis il y a Mme Adjamagou qui est juriste. On espère. Il est professeur d'économie en plus, voilà. M. Gougué. On espère que. Je me rappelle bien parce que j'ai fait la classe avec un de ses enfants. Là-bas à Kouva, et donc je connaissais bien. Mais voilà, c'est des gens qui doivent normalement se saisir de cette occasion-là pour vraiment mettre en difficulté ce gouvernement. Voilà, sur la forme. Maintenant, sur le fond, il y a tellement de choses à dire sur ce document de programmation budgétaire. Il y a des promesses qui sont faites dans ce document, mais qui ne sont pas du tout tenables. C'est-à-dire qu'on promet des choses. On promet des choses, on promet des financements, on promet des projets, mais on ne sait pas comment on va financer ces projets. Donc, il est important aussi que les députés puissent aller dans le fond, lire tous ces projets et particulièrement l'évaluation des dépenses fiscales. Les dépenses fiscales, pour résumer, ce sont, entre autres, toutes les exonérations fiscales qui sont faites, qui sont données, les cadeaux fiscaux qui sont faits aux entrepreneurs étrangers, notamment via la zone franche, etc., etc. Il faut revoir tout cela de fond en comble. Est-ce que la zone franche aujourd'hui, le régime fiscal de la zone franche aujourd'hui, en 2025, se justifie?
Est-ce que cela se justifie aujourd'hui en 2025? Pendant que nous mobilisons 80% de nos impôts pour payer la dette, est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore le droit de faire de tant de cadeaux fiscaux aux entrepreneurs étrangers? C'est des questions qu'il faut poser. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Malheureusement, on ne pourra pas débattre des deux autres sujets. Exactement. On devait reporter pour le dimanche prochain. On parlera des phosphates et puis de l'or. On a un très gros sujet là à vous présenter et plus aussi un sujet sur le financement du secteur de l'électricité. Il y a des choses qui ont été faites derrière le peuple togolais. On va décortiquer tout ça aussi avec notre invité prochainement. Merci beaucoup. Merci infiniment, chers compatriotes d'ITRI, pour votre disponibilité. Je t'en prie. La pertinence de vos analyses, la perspicacité de vos interventions que nos auditeurs, ceux qui nous suivent, apprécient énormément. Merci pour ce travail patriotique. Merci d'être à nos côtés. Et nous allons malheureusement mettre fin à ce live-là. Merci à vous tous qui avez pris le temps de nous suivre jusqu'à ce moment-ci. Et je vous rappelle que nous devons porter nos prisonniers, penser à Grace Koumaï, la soutenir Madame Nyakade, Katanga Amavi qui est dehors. Tous les prisonniers, nous devons faire corps avec eux pour que d'ici la fin de l'année, tous nos compatriotes qui sont en prison de façon arbitraire soient libérés par M. Fonya-Singbe. Et mobilisons-nous aussi pour les prochaines, les mots d'ordre qui ont été donnés, les manifestations. Aujourd'hui, c'est le pouvoir qui sent venir quelque chose et qui prend des dispositions. On est en train de creuser des tranchées aux frontières, on déploie des bataillons, on improvise des casernes. Ça veut dire que la sérénité n'est pas au sein du pouvoir. Il y a beaucoup de signes de manifestations à Lomé. Il y a des murs qui sont en train d'être tagués un peu partout. Il y a des tracts qui sont distribués à Lomé partout par des jeux. Les gens n'en peuvent plus dans les marchés, dans les écoles, au niveau des opérateurs informels. Les gens sont vraiment fatigués. Nous sommes en fin d'année. Rien ne bouge à Lomé. L'argent ne circule pas. Et donc, je pense que c'est tout ça qui va être le ferment même, peut-être demain d'une révolte de tous les Togolais. Peut-être le 8, peut-être après le 8, peut-être avant, on ne sait jamais. Mais toujours est-il que le peuple togolais est à bout de souffle et est décidé vraiment à dire à ce régime-là qu'il en a marre. Et fort même le sait mieux que quiconque. C'est pour ça qu'il utilise la manipulation médiatique en serrant la main de Poutine. Il veut lancer un message à des gens pour dire « Ah oui, maintenant je suis avec le grand Poutine, donc plus rien ne peut m'arriver. » Bachar a fui comme un rat. Vous voyez, Bachar el-Assad avait plus d'intérêt avec Poutine. Il a fui comme un rat. Donc, Poutine n'a rien à foutre des Africains, contrairement à ce que les gens pensent. Voilà. Donc, je vous dis merci. Merci infiniment pour ce travail patriotique. Je vous laisse aller suivre aussi d'autres lives. Nous sommes à presque 18h. Merci infiniment, mon frère Zitri. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous le dimanche prochain. Et vous qui êtes restés en ligne, autant aussi nombreux que vous étiez, que sur TikTok, sur YouTube et puis sur Facebook, je vous dis merci. Merci d'avoir consacré le peu de votre temps pour ce dimanche. Je vous dis merci. Madame la gendarmette Agba Mazalo, la prochaine fois, il ne faut plus faire cette erreur-là. Il faut dire à tes patrons qu'eux-mêmes n'ont qu'à venir lire les communiqués à la con. Et ce n'est pas normal. Et vous êtes une femme, il faut penser à toutes les autres femmes qui sont autour de vous, qui sont victimes de ces conneries-là, ces crimes imprescriptibles. Donc, ne faites plus cette erreur de venir lire un communiqué comme ça sur les médias en étalant votre ignorance crasse. Sinon, vous allez être récupéré par les réseaux sociaux et là, ce n'est pas bon pour vous. Donc, Madame Grace Koumaï, merci d'avoir vraiment d'avoir demandé à votre avocat de porter plainte contre ces gens-là. Il faut que l'impunité s'arrête dans notre pays. Merci infiniment à vous tous. Bonne semaine. On se retrouve en milieu de semaine si possible. Et si ce n'est pas possible, le dimanche prochain. Merci à vous tous. Merci. J'irai pas, mon général, j'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays.
Un jour me levant, je me pose la question: en quoi pourrais-je servir ma nation? Avec fierté, je me suis engagé, et dans les rangs des aberrations me résonnent. Un jour en mission, mon supérieur m'ordonne d'ouvrir le feu sur mes propres compatriotes. Or notre mission, c'est de protéger la nation. Alors ne faites pas de moi le bourreau que je ne suis pas. Alors j'irai pas, mon général, j'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas. Je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Moi j'ai retrouvé, en entrant dans l'armée, de fortes valeurs, mais les dérives m'ont bouleversé. Mon compatriote sur qui je pointe mon arme pourra être demain mon sauveur inattendu. Ne vous méprenez pas, mon général. Ne croyez pas que je voulais vous désobéir. Je suis bon militaire et j'aime pas semer le chaos. J'ai la plénitude de toute ma conscience. Alors j'irai pas, mon général, non, j'irai pas. J'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas. Je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Les trucs de Batopé, on est en train de récolter des témoignages, donc on reviendra sur le dossier de Batopé. On prépare aussi un autre dossier sur les dockers au port. On a fait un dossier la dernière fois, ça a suscité quelques réactions. Les autorités ont mis rapidement un panneau là-bas pour démolir un magasin qui était sur le point de s'écrouler sur les dockers. Donc, nous sommes en train de travailler certains d'autres dossiers, et une fois que tous ces dossiers seront travaillés, on vous les présentera ici. Et allez régulièrement sur notre page Facebook aussi, notre site internet .info, pour lire nos articles, nos dossiers. On en publie au moins 6 ou 7 articles par semaine, parce que d'abord, on est des journalistes qui écrivent nos articles, et puis après, on vient faire le live. Le live, ce n'est pas qu'un complément. C'est vrai que le live a pris plus d'importance sur les articles, mais il faut aller sur notre site internet pour lire aussi les articles régulièrement. C'est là-bas que nous publions les dossiers, et puis ici, on peut rebondir sur quelques dossiers. Voilà ce que j'ai à vous dire, et nous souhaitons beaucoup de courage à tout le monde, et on espère que on va y arriver un matin. Merci infiniment. Et merci, je vois quelqu'un, le maire de Paris, qui suit le live. Je ne sais pas si c'est la mairie de Paris. Merci infiniment. Merci à vous tous. Et on se dit à bientôt pour tout le monde. Allez.